Il était tard dans la soirée quand j'ai décidé de prendre ce raccourci. La route principale était encombrée à cause d'un accident, et l'idée de rentrer chez moi rapidement était plus forte que ma prudence habituelle. Alors, j'ai quitté la route principale et emprunté un chemin rural que je n'avais jamais emprunté auparavant. Ce chemin sinueux serpentait à travers la campagne, bordé d'arbres épais qui semblaient se refermer sur moi comme des bras menaçants. La première chose qui m'a frappé en prenant ce chemin était l'absence de tout autre véhicule. La route était étrangement calme, sans les bruits familiers du trafic ou les lumières des autres voitures. La nuit était tombée, enveloppant le paysage d'une obscurité épaisse et oppressante. Les phares de ma voiture découpaient à peine un chemin à travers la noirceur. Au bout de quelques kilomètres, j'ai commencé à remarquer des signes étranges le long de la route. Des morceaux de tissu décolorés étaient accrochés aux arbres, flottant doucement au gré du vent, comme des drapeaux d'un monde oublié. Des symboles étranges étaient peints sur les troncs d'arbres, des cercles et des croix entrelacés, des signes que je ne pouvais pas identifier. Une sensation de malaise grandissait en moi, mais je me suis forcé à ignorer la montée d'adrénaline et à continuer. Tout à coup, ma voiture émit un bruit étrange, un cliquetis métallique suivi d'un déclic inquiétant. Les phares faiblirent, et la voiture commença à ralentir. Je me garai sur le bas-côté, le moteur mourant dans un dernier grognement. J'ouvris le capot, espérant trouver un problème mineur. Mais tout semblait en ordre, pas de fuite, pas de fils déconnecté. C'est alors que je remarquai quelque chose de vraiment bizarre. Au loin, entre les arbres, une lumière vacillante brillait dans l'obscurité. Elle était faible mais persistante, comme une lanterne ou un feu de camp. Je décidai de me diriger vers cette lumière, pensant peut-être trouver de l'aide ou simplement une explication à ce qui se passait. En avançant à travers la forêt, le sol sous mes pieds était humide et glissant. La lumière se faisait de plus en plus brillante, jusqu'à ce que je distingue un cercle de pierre au milieu de la clairière. À l'intérieur du cercle, un feu brûlait, projetant des ombres dansantes sur les arbres environnants. Autour du feu, des objets étranges étaient disposés, des bougies noires, des pentagrammes dessinés avec une sorte de poudre sombre, et des figurines en bois sculptées avec des visages grotesques. Un frisson me parcourut le dos en voyant ces symboles. J'avais l'impression d'être observé, comme si des yeux invisibles me suivaient dans l'obscurité. La lumière des bougies vacillait, et le vent portait avec lui un murmure incompréhensible, comme une incantation ancienne. En me rapprochant du cercle, j'entendis des bruits étranges, des murmures et des gémissements presque inaudibles. Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais que ce lieu n'était pas simplement un campement abandonné. Il semblait avoir été utilisé récemment, et les signes de rituel étaient encore frais, comme si quelqu'un ou quelque chose avait quitté cet endroit à peine un instant avant moi. Un bruit de craquement derrière moi me fit sursauter. Je me retournai brusquement, mais il n'y avait rien. La clairière était silencieuse, à l'exception du crépitement du feu. Je retournai à ma voiture avec une hâte croissante, sentant une pression croissante sur ma poitrine, comme si quelque chose de maléfique était sur le point de se manifester. Quand j'arrivai à ma voiture, je constatai avec horreur que la lumière des phares était complètement éteinte, et le moteur semblait inerte. Je tentai de redémarrer la voiture, mais rien ne se produisit, le moteur ne réagit pas du tout. Le sentiment d'impuissance était écrasant. Je regardai autour de moi, les ombres dansantes des arbres semblant se mouvoir d'une manière inquiétante. Une silhouette sombre se détachait parmi les arbres, une forme indistincte mais clairement menaçante. Mon cœur se serra alors que je réalisai que j'étais seul, dans un endroit où des forces obscures semblaient s'éveiller. Une sueur froide coula sur mon front alors que je me préparais à ce que je pressentais être le début d'une nuit cauchemardesque. La route que j'avais empruntée semblait maintenant un lointain souvenir, et tout ce que je voulais était échapper à ce lieu maudit avant que quelque chose de terrible ne se produise. Je restai figé un moment, les yeux rivés sur la silhouette floue qui se tenait entre les arbres. La peur me paralysait, et chaque mouvement dans l'obscurité me semblait une menace imminente. Je savais que je ne pouvais pas rester là plus longtemps. Avec un courage tremblant, je fis le tour de ma voiture, cherchant des signes d'un éventuel problème que je pourrais résoudre. Mais la voiture était déserte de tout signe de vie. Je tapotai le volant,
essayé le démarreur à plusieurs reprises, mais rien ne se passa. C'était comme si le véhicule était devenu une coquille vide, abandonnée à son sort. Le vent se leva soudainement, apportant avec lui des murmures incompréhensibles. Les bruits étaient de plus en plus distincts, comme des voix chuchotantes, presque indiscernables, qui semblaient parler directement dans mon esprit. Je sentis un frisson glacé me parcourir la colonne vertébrale. Je me retournai vers la clairière où le feu continuait de brûler, illuminant de manière étrange le cercle de pierre. Les murmures se faisaient maintenant plus clairs, et j'entendis distinctement des mots étranges, mêlés à des phrases en un langage que je ne pouvais pas comprendre. Je sentais que quelque chose était en train de s'éveiller, quelque chose qui avait été endormi depuis longtemps mais qui se réveillait maintenant avec une colère palpable. Avec une détermination désespérée, je quittai ma voiture et décidai de me rendre à la clairière pour chercher une solution à ma situation. Chaque pas dans la forêt semblait résonner comme un écho dans le vide. La lumière du feu de camp était faible à mesure que je m'approchais, et le cercle de pierre semblait s'élargir, se transformant en un piège invisible. En entrant dans la clairière, je remarquai que les symboles et les objets avaient changé de place. Les bougies noires s'étaient éteintes, et la poudre sombre semblait s'être déplacée, formant des motifs plus complexes autour du feu. Les figurines en bois étaient maintenant disposées en ligne, face au feu, comme si elles observaient quelque chose. Une ombre plus dense, plus sombre que les autres, se détacha soudainement des arbres et avança vers moi. Elle semblait se mouvoir avec une intention malveillante, chaque mouvement synchronisé avec les murmures croissants. Mon instinct me disait de fuir, mais la terreur m'enchaînait sur place. Je remarquai un vieux sac en cuir, à moitié enterré sous des feuilles mortes, près du feu. J'étais persuadé qu'il pouvait contenir quelque chose d'utile, ou au moins des indices sur ce qui se passait. Tremblant, j'ouvris le sac et découvris des livres anciens, des notes griffonnées et des symboles gravés sur du papier usé. Les pages étaient remplies de descriptions de rituels anciens, de sortilèges et de cérémonies pour invoquer des entités. En feuilletant les pages, je trouvai un passage qui décrivait des rites pour faire appel à une entité puissante, décrite comme une ombre ou une présence maléfique. Les instructions semblaient indiquer que la seule façon de se protéger était de marquer des symboles spécifiques autour de soi pour créer une barrière contre cette présence. Soudain, un bruit de branches craquant derrière moi me fit sursauter. Je me retournai pour voir l'ombre se rapprocher, sa forme prenant une allure plus définie, presque corporelle. Je pouvais voir des yeux brillants, des yeux qui semblaient refléter ma propre terreur. Je pris une décision immédiate. En utilisant les notes trouvées dans le sac, je commençai à tracer les symboles décrits dans les pages autour de moi, dans l'espoir de créer une barrière contre l'entité. La tâche était ardue, la poudre sombre se répandant à peine, mais je persévérais malgré ma peur. Les murmures se faisaient de plus en plus forts, les cris devenant presque insupportables. L'ombre se rapprochait de plus en plus, et je pouvais sentir une présence glaciale effleurant ma peau. L'atmosphère était chargée d'une énergie maléfique, et chaque seconde semblait durer une éternité. Quand j'eus terminé de tracer le dernier symbole, je m'effondrai au sol, épuisé mais déterminé. Les murmures se transformèrent en un cri de rage, et l'ombre sembla se heurter à la barrière invisible que j'avais créée. L'entité semblait être repoussée, au moins temporairement, mais je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne trouve un moyen de franchir la barrière. Je savais maintenant que ma situation était loin d'être résolue. La terreur s'était installée en moi, et je savais que le pire restait à venir. Avec la lumière du matin encore lointaine, je me préparais à ce qui pourrait être la confrontation finale avec cette présence maléfique. Je restais figé dans la clairière, les symboles tracés autour de moi créant une barrière fragile contre l'entité maléfique. La nuit semblait s'étirer à l'infini, chaque minute se transformant en une épreuve insupportable. Les murmures persistants et les bruits sinistres continuaient de résonner dans l'obscurité, et l'ombre semblait chercher désespérément une faille dans la barrière que j'avais tracée. Les yeux brillants de l'entité restaient visibles, brillants comme des braises incandescentes au-delà des symboles que j'avais dessinés. À chaque mouvement, les yeux semblaient se rapprocher un peu plus, comme si l'ombre cherchait un point faible dans la protection que j'avais mise en place. Je me sentais de plus en plus épuisé. La barrière autour de moi était une maigre consolation dans cette nuit sans fin.
Je savais que je ne pourrais pas rester là éternellement. La fatigue me pesait, et mon esprit était accablé par la terreur et le désespoir. Je devais trouver un moyen de quitter cet endroit maudit, et vite. Je me souvins des livres que j'avais trouvés dans le sac. Parmi les pages déchirées et les notes éparses, il y avait des références à un ancien rituel de purification qui pourrait m'aider à échapper à l'entité. Les instructions étaient vagues, mais elles parlaient d'un « passage secret » que je devais trouver pour quitter le domaine de l'entité et revenir dans le monde réel. En examinant les symboles que j'avais tracés, je cherchais des indices qui pourraient me guider vers ce passage. Soudain, je remarquai que certains des symboles étaient entourés de marques étranges, presque comme des flèches qui semblaient pointer vers un endroit spécifique dans la clairière. En suivant ces marques, je découvris une petite ouverture dans le sol, à peine visible sous la lumière vacillante du feu. Le cœur battant la chamade, je me penchai pour examiner l'ouverture. C'était un trou étroit, recouvert de terre et de débris, mais il semblait mener à quelque chose de plus grand. Je sortis une pelle que j'avais trouvée dans le coffre de ma voiture, et je commençai à creuser. La terre était froide et humide, et chaque pelletée était un effort monumental, mais je continuais, poussé par l'urgence de ma situation. Les murmures et les cris devinrent plus forts, comme si l'entité était consciente de ce que je faisais et essayait de m'en empêcher. La terreur était palpable, et je pouvais sentir une présence glaciale se rapprocher de moi, effleurant ma peau avec une sensation de picotement inquiétante. Je creusais plus vite, essayant de bloquer les bruits et les sensations inquiétantes. Après ce qui sembla une éternité, je découvris un passage étroit menant vers une grotte souterraine. L'ouverture était suffisamment grande pour que je puisse m'y glisser. J'hésitais un moment, la peur de ce que je pourrais trouver à l'intérieur presque paralysante. Mais il n'y avait pas d'autre option. Avec un dernier regard vers la clairière, je me glissai dans le passage, m'enfonçant dans l'obscurité souterraine. Le passage était étroit et sinueux, la terre sous mes pieds était instable et glissante. J'avançais à tâtons, les bruits de la clairière devenant de plus en plus lointains. Le tunnel semblait serpenter dans toutes les directions, comme un labyrinthe naturel. Chaque pas semblait résonner dans le silence oppressant, et j'avais l'impression que les parois de la grotte se refermaient sur moi. Soudain, je trouvai une ouverture plus grande, menant à une petite caverne éclairée par une lumière étrange, presque surnaturelle. Au centre de la caverne, un ancien autel était couvert de symboles gravés et de restes de rituels. Une sensation de maléfice émanait de l'autel, et je pouvais sentir l'énergie sinistre imprégnant l'air. Je m'avançai vers l'autel, essayant de comprendre ce que je devais faire pour me libérer définitivement. En examinant les inscriptions et les symboles autour de l'autel, je trouvai une incantation que je devais réciter pour sceller l'entité maléfique. Les mots étaient écrits dans une langue ancienne, mais je parvenais à les comprendre partiellement. Je me mis à réciter l'incantation, chaque mot chargé d'une force mystérieuse. L'air autour de moi sembla vibrer, et une lumière douce émana de l'autel, repoussant les ombres et les ténèbres. Je sentis une pression se relâcher autour de moi, comme si l'entité était repoussée hors de cette dimension. La lumière grandit jusqu'à ce qu'elle devienne presque éblouissante, et je me sentis aspiré hors de la caverne. Lorsque la lumière se dissipa, je me retrouvai de nouveau à l'extérieur, sur le chemin rural. La clairière était silencieuse et calme, les symboles et les objets avaient disparu comme si rien ne s'était passé. Je regardai autour de moi, le cœur battant, et je vis ma voiture garée plus loin sur le chemin. Je me précipitai vers elle, espérant que le moteur fonctionnerait cette fois-ci. Avec un démarrage hésitant, le moteur ronronna, et je fis demi-tour, quittant cet endroit maudit le plus rapidement possible. Je savais que je ne reviendrais jamais à cet endroit, et que cette nuit resterait à jamais gravée dans ma mémoire comme un souvenir de terreur et de survie. Mais je savais aussi que je devais rester vigilant, car il y avait des forces dans ce monde qui échappaient à notre compréhension, et que parfois, les chemins les plus innocents pouvaient mener à la perdition. Je roulais à toute vitesse sur la route, ma voiture filant à travers la campagne à une vitesse que je n'avais jamais osé atteindre auparavant. Chaque éclairage de la voiture semblait plus vif, chaque ombre plus menaçante. Mon cœur battait toujours la chamade, et le stress accumulé se transformait en une fatigue écrasante. Je me sentais encore sous le choc,
comme si l'adrénaline qui avait alimenté ma fuite était en train de se dissiper. La route semblait interminable, mais je savais que je devais absolument quitter cet endroit maudit avant qu'il ne soit trop tard. La première lueur de l'aube commença à poindre à l'horizon, et je vis avec soulagement le début de la route principale se profiler devant moi. Lorsque j'atteignis enfin la route principale, je poussai un soupir de soulagement. Je roulais encore quelques kilomètres avant de me garer sur le bas-côté, le besoin de repos et de réflexion devenant pressant. J'étais épuisé, mais l'adrénaline me tenait éveillé. Je sortis de la voiture et m'assis sur le bord de la route, la tête dans les mains, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Les livres trouvés dans le sac étaient maintenant éparpillés sur le siège passager, et je les examinais de nouveau, cherchant des réponses. Les notes étaient pleines d'informations inquiétantes sur les rituels et les entités, mais il y avait aussi des références à des histoires anciennes et à des mythes locaux qui semblaient étrangement familiers. Je feuilletais les pages avec une attention accrue, cherchant à comprendre la nature de l'entité que j'avais affrontée. Les descriptions correspondaient à des légendes anciennes sur des esprits tourmentés, des entités qui hantaient des lieux sacrés et qui cherchaient à s'accrocher à des âmes pour alimenter leur propre existence maléfique. La révélation était choquante, ces esprits n'étaient pas simplement des créatures de légende, mais des manifestations de peurs anciennes, ancrées dans des lieux empreints de souffrance et de mystère. En lisant les dernières notes, je découvris une mention d'un ancien rituel pour bannir définitivement ces entités. Selon les textes, ces esprits se nourrissaient des peurs et des émotions négatives des gens, et la seule façon de les empêcher de revenir était de détruire leur source de pouvoir. Cette source était un artefact caché quelque part dans la clairière, un objet ancien et sacré qui avait été utilisé dans les rituels pour invoquer l'entité. Le soleil commençait à se lever pleinement, éclairant la route devant moi d'une lumière apaisante. Je savais que je devais retourner à la clairière pour détruire cet artefact et assurer ma sécurité. Mon voyage de retour fut silencieux, chaque kilomètre me rapprochant de l'endroit où j'avais vécu une nuit d'horreur. Lorsque j'arrivai à la clairière, tout semblait avoir retrouvé une tranquillité trompeuse. Les symboles et les objets avaient disparu, laissant derrière eux seulement des traces de terre et des feuilles mortes. Je retournai à l'endroit où se trouvait l'autel et fouillai autour, déterminé à trouver l'artefact mentionné dans les notes. Après une recherche minutieuse, je découvris une petite boîte enterrée sous des débris. La boîte était ornée de symboles anciens, et son apparence était identique à celle décrite dans les livres. Avec une tremblante anxiété, j'ouvris la boîte et découvris un vieux médaillon en argent, incrusté de pierres sombres. Je savais que ce médaillon était la source du pouvoir maléfique de l'entité. Avec détermination, je le pris et le jetai dans le feu encore allumé dans la clairière. La réaction fut immédiate, un éclat de lumière intense jaillit du feu, et une onde de choc sembla balayer la clairière. Les ombres disparurent, et la sensation de maléfice se dissipa comme un brouillard se dissipant sous le soleil. En regardant les débris fumants de l'artefact, je ressentis un profond soulagement. Le pouvoir de l'entité avait été détruit, et je savais que la menace avait été écartée, au moins pour le moment. La clairière était maintenant un lieu paisible, et la terreur de la nuit semblait être un mauvais rêve lointain. Je retournai à ma voiture, prêt à quitter cet endroit pour de bon. Je savais que je ne reviendrais jamais à cette clairière, et que le chemin de la perdition resterait à jamais gravé dans ma mémoire. Mais il y avait une leçon importante que j'avais apprise, certaines routes doivent être évitées, et certains mystères ne doivent jamais être explorés. En conduisant vers la lumière du jour, je sentis une vague de soulagement mélangée à une profonde gratitude. La nuit avait été une épreuve terrifiante, mais j'avais survécu. Et tandis que je m'éloignais du chemin maudit, je savais que j'étais chanceux d'être encore en vie pour raconter mon histoire. Deuxième histoire. Les flocons de neige tourbillonnaient comme des fantômes dans la nuit noire, obscurcissant ma vue à chaque instant. La tempête faisait rage, enveloppant la route de montagne d'un manteau de glace et de neige épais. Le camion, un vieux modèle que j'avais hérité de mon père, peinait à avancer sur cette route sinueuse et glissante. La visibilité était nulle, et le vent hurlait comme une bête enragée à travers les fissures du pare-brise. Je serrais le volant, mes mains engourdies par le froid. Les pneus patinaient, glissant sur la couche de neige qui s'amoncelait de plus en plus. Chaque virage devenait un défi,
chaque seconde une lutte contre les éléments. La route était déserte, sans âme qui vive, ce qui amplifiait la sensation d'isolement. Je tentais de rester concentré, mais la tempête semblait vouloir me dévorer, la neige s'accumulant sur les vitres et réduisant encore ma visibilité. Le camion tremblait sous les assauts du vent, et le moteur rugissait comme un animal en détresse. J'avais l'impression que la tempête se moquait de mes efforts pour avancer, comme si elle était une entité vivante, déterminée à me piéger dans ses griffes glacées. Soudain, les roues glissèrent violemment sur une plaque de glace cachée sous la neige. Je perdis le contrôle, et le camion dérapa, faisant une danse chaotique sur la route. J'essayais désespérément de corriger le volant, mais il était trop tard. Le véhicule dévalait la pente, la neige volant autour de moi comme des éclats d'argent dans la lumière blafarde des phares. Le camion s'immobilisa finalement dans un éclat de métal tordu et de neige projetée. Le moteur s'éteignit avec un grognement de fin, plongeant l'intérieur dans un silence angoissant. J'étais maintenant coincé, seul au milieu de cette tempête implacable. Je sortis du camion avec difficulté, les vents glacés m'attaquant immédiatement. Je cherchais un endroit pour me mettre à l'abri, désespérément. La neige s'entassait, et je pouvais à peine voir à quelques mètres devant moi. La route était complètement engloutie par la tempête, et il était clair que rester ici n'était pas une option. Je me mis à marcher dans la direction où je croyais trouver un abri, mais pas s'enfonçant profondément dans la neige fraîche. Après une longue marche, mes pieds engourdis par le froid, j'aperçus une silhouette dans la neige. C'était une cabane, apparemment abandonnée, émergeant de la tempête comme un mirage. J'approchai prudemment, espérant que cet endroit offrirait un refuge contre les éléments. La cabane était vétuste, en bois décoloré et partiellement effondrée. Les fenêtres étaient brisées, et la porte pendait sur ses gonds. La neige s'accumulait à l'intérieur, et le vent soufflait à travers les fissures. Je poussai la porte avec effort, et elle s'ouvrit dans un grincement sinistre. À l'intérieur, l'obscurité était presque totale. Je sortis ma lampe de poche et l'allumai. La lumière révéla des murs couverts de moisissures et des meubles recouverts de poussière. La cabane semblait abandonnée depuis des années. Mon cœur battait la chamade alors que je m'aventurais plus loin dans l'obscurité, cherchant un endroit pour me mettre à l'abri. Ce que je découvris me glaça le sang. Des traces de sang étaient visibles sur le sol, comme si quelqu'un avait été traîné à travers la pièce. Des éclats de verre brisé étaient éparpillés, et une odeur de décomposition flottait dans l'air. Des papiers déchirés et des objets éparpillés ajoutaient à la sensation de désordre et de terreur. Je fis un pas en arrière, mon esprit essayant de comprendre ce que je voyais. Une autre fois, j'entendis un bruit sourd, comme si quelque chose ou quelqu'un se déplaçait dans la pièce adjacente. Mon cœur s'emballa, et une sueur froide coula le long de mon dos. Je pris une grande inspiration, essayant de calmer ma panique. Je décidai de chercher un moyen de rester en sécurité jusqu'à ce que la tempête se calme. Je me dirigeai vers une pièce plus profonde dans la cabane, espérant y trouver quelque chose pour me réchauffer. Mon esprit était tourmenté par les images de sang et de débris, et une sensation de malaise m'envahissait à chaque pas. Lorsque j'entrai dans la pièce, je découvris un vieux fauteuil usé et une cheminée, bien que la cheminée semblait aussi avoir été abandonnée. Je tentai d'allumer un feu avec les morceaux de bois que je trouvais. Le crépitement du feu apporta une lueur réconfortante, mais la chaleur ne parvenait pas à dissiper la froideur omniprésente de la cabane. Tandis que le feu brûlait lentement, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qui s'était passé dans cette cabane. Les signes d'une tragédie terrible étaient évidents, et je me demandais ce qui avait bien pu se passer pour qu'un tel lieu devienne un témoin silencieux d'horreurs passées. Je restais éveillé, surveillant chaque bruit et chaque ombre, sachant que la tempête ne permettrait pas d'échapper à cette nuit lugubre. La neige continuait de tomber, enveloppant le monde extérieur dans un silence oppressant, tandis que je luttais pour comprendre la signification de ce que je voyais. La nuit s'étira interminablement, chaque minute semblant une éternité dans la solitude de la cabane. Le feu crépitait faiblement, projetant des ombres dansantes sur les murs décrépits. La chaleur du foyer était une maigre consolation face à la froideur persistante de la tempête et au malaise omniprésent de l'endroit.
Je tentais de me distraire en examinant les objets éparpillés autour de moi. Des photos en noir et blanc décolorées, des lettres jaunies et des jouets brisés étaient éparpillés sur le sol, ajoutant une touche sinistre à l'atmosphère déjà pesante. La cabane était comme une capsule du temps, figée dans un passé troublant. Soudain, un bruit sourd venant de l'autre pièce fit se dresser les poils de ma nuque. Je m'immobilisai, écoutant attentivement. Le bruit avait ressemblé à un craquement, comme si quelque chose avait bougé. Mon cœur s'accéléra, et je me levai prudemment, attrapant une barre de bois pour me défendre si nécessaire. Je me dirigeai vers la pièce d'où venait le bruit. Chaque pas sur le sol gelé semblait amplifié dans le silence de la cabane. Les murs semblaient se rapprocher, et l'obscurité paraissait se densifier autour de moi. Mon souffle était visible dans l'air glacé, et la lueur du feu ne parvenait pas à éclairer complètement les ténèbres. Quand j'entrai dans la pièce adjacente, je vis que tout semblait inchangé. Les meubles en désordre, les papiers éparpillés et les traces de sang étaient encore là, exactement comme je les avais laissés. Mon esprit se mit à tourner en rond, cherchant une explication rationnelle à ce que j'avais entendu. Peut-être que c'était le bruit du vent soufflant à travers les fissures ou le craquement des vieux matériaux. Je retournai au foyer, m'efforçant de me calmer et de chasser la paranoïa croissante. Je m'installai dans le fauteuil près du feu, espérant que le confort relatif de la chaleur m'aiderait à reprendre le contrôle de mes nerfs. Cependant, je ne pouvais ignorer la sensation grandissante de présence. Il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans cette cabane, comme si elle était habitée par une force invisible et malveillante. Les heures passèrent, et la tempête ne montrait aucun signe de répit. Le vent hurlait toujours, et la neige continuait de tomber, enveloppant le monde extérieur dans un voile opaque. La lumière du feu créait des ombres mouvantes sur les murs, et chaque craquement du bois semblait accentuer mon angoisse. Soudain, un nouveau bruit fit surface, plus distinct et régulier cette fois. C'était comme un faible raclement, venant du plafond. Je levai les yeux vers les poutres sombres, essayant de discerner l'origine du bruit. Les sons étaient légers, presque imperceptibles, mais suffisamment inquiétants pour que je reste sur le qui-vive. Je m'approchai du plafond, les pieds nus dans la neige accumulée sur le sol. En tendant l'oreille, je remarquai que le bruit semblait suivre un motif rythmique, comme un murmure ou une sorte de message codé. Je ne pouvais comprendre les mots, mais l'impression persistante de quelque chose de malveillant m'envahissait. Je pris une échelle en bois qui se trouvait dans un coin, et je montai jusqu'au plafond. En grimpant, je sentis une pression croissante sur ma poitrine, comme si l'air devenait de plus en plus difficile à respirer. La lumière du feu semblait maintenant un lointain souvenir, et le plafond était plongé dans une obscurité oppressante. À mesure que j'atteignais le sommet de l'échelle, les bruits s'intensifièrent, devenant des murmures inintelligibles. Lorsque j'ouvris le panneau du plafond, une vague de froid intense s'abattit sur moi, et je découvris un petit grenier, sombre et encombré de vieux objets. Les bruits semblaient venir de là, et je me penchai prudemment pour explorer le grenier. La poussière et les toiles d'araignée volèrent autour de moi, et je trouvai une vieille malle en bois, partiellement ouverte. Je l'ouvris lentement, découvrant à l'intérieur des vêtements usés, des jouets d'enfants et une boîte métallique étrange. Je sortis la boîte avec précaution, la lumière de ma lampe torche révélant des inscriptions étranges sur sa surface. Elle était ornée de symboles que je ne reconnaissais pas, et une sensation de malaise grandissait en moi alors que je la manipulerais. Je l'ouvris lentement, découvrant à l'intérieur une série de photographies en noir et blanc, montrant des personnes que je ne connaissais pas. Les photos étaient floues et décolorées, mais une d'entre elles attira particulièrement mon attention. Elle montrait une famille, souriante et heureuse, devant une cabane qui ressemblait beaucoup à celle dans laquelle je me trouvais. En bas de la photo, un mot était écrit en lettres élégantes, « Nous reviendrons ». Le mot résonna dans mon esprit comme une menace voilée. Une prise de conscience troublante m'envahit. La cabane avait été le théâtre d'une tragédie, et je commençais à comprendre que la présence que je ressentais était liée à ce passé terrible. Je descendis du grenier, ma tête bourdonneuse de pensées et de questions sans réponse. Il était clair que la cabane n'était pas simplement un refuge abandonné, elle était le témoin d'un événement sombre et inexplicable. Je retournai au feu,
essayant de me réchauffer tout en réfléchissant à ce que je devais faire. La tempête continuait de rugir à l'extérieur, et je savais que mon combat pour rester en sécurité n'était pas terminé. La présence malveillante semblait se rapprocher, et je devais préparer ma prochaine étape avec prudence. Le temps passait lentement dans la cabane, chaque minute semblant une éternité alors que la tempête continuait de faire rage dehors. Le feu dans la cheminée brûlait faiblement, projetant des ombres dansantes qui semblaient se mouvoir d'une manière presque vivante. J'étais incapable de me débarrasser de la sensation oppressante qui pesait sur moi, comme si la cabane elle-même avait une volonté malveillante. Les bruits avaient cessé, mais l'angoisse persistait. Le silence était maintenant presque plus effrayant que les bruits de la tempête. J'étais assis dans le fauteuil près du feu, mes pensées tourmentées par les découvertes faites dans le grenier. La boîte et les photographies ne cessaient de tourner dans ma tête, me laissant avec un sentiment croissant de malaise. Les heures passèrent, et le froid semblait s'infiltrer de plus en plus profondément dans mes os. Je me levai pour ajouter plus de bois dans la cheminée, espérant que la chaleur supplémentaire pourrait dissiper l'angoisse que je ressentais. Alors que je jetais un morceau de bois dans le feu, je remarquai un léger mouvement à travers la fenêtre brisée. C'était probablement un reflet ou une illusion causée par la tempête, mais la vue me fit sursauter. Je décidai de vérifier, prenant une lampe de poche et me dirigeant vers la fenêtre brisée. En approchant, je vis une silhouette indistincte se déplacer dans la neige, comme une ombre fantomatique. Je plissai les yeux, essayant de distinguer ce qui se passait à l'extérieur, mais la neige tombante obscurcissait ma vue. Je m'avançai vers la porte de la cabane, la poussant avec prudence. Le vent glacé et la neige soufflèrent contre moi, presque comme une résistance, alors que je sortais pour examiner la silhouette. La neige était immaculée, sans trace de pas, et je ne vis aucune indication de ce qui aurait pu provoquer ce mouvement. Je retournai à l'intérieur, perturbé et légèrement déconcerté. La température à l'intérieur semblait avoir chuté, et le feu crépitait faiblement, produisant une chaleur insuffisante pour contrer le froid grandissant. Je me dirigeai vers le grenier, pensant que peut-être un autre indice pourrait m'aider à comprendre ce qui se passait. Je rouvris la malle et la boîte métallique, cherchant d'autres indices. En fouillant, je trouvai un vieux journal, son cuir usé et son papier jaunissant. J'ouvris le journal, découvrant des écrits en marge, des phrases griffonnées dans une écriture maladroite. Les entrées étaient éparses, mais je parvins à déchiffrer quelques passages. Les écrits parlaient d'un « retour imminent », de « présence malveillante » et d'une « vengeance des âmes perdues ». Le texte était décousu, presque hystérique. Une mention revenait fréquemment, ne pas quitter la cabane après la tombée de la nuit. Chaque mot semblait empreint de peur et de désespoir, comme si l'auteur savait que quelque chose de terrible allait se produire. En continuant à lire, une vague de froid plus intense sembla balayer la pièce. J'entendis un bruit de raclement, ce même bruit qui avait résonné dans le grenier, mais cette fois-ci plus fort et plus régulier. Mon cœur battait la chamade alors que je levai les yeux, cherchant l'origine du bruit. Il semblait venir du plafond, au-dessus de la pièce principale. Je montai à nouveau dans le grenier, l'angoisse grandissante avec chaque échelon que je grimpais. La neige tombait encore plus fort maintenant, et les vents hurlaient comme des cris lointains. En atteignant le grenier, je découvris que la boîte métallique avait disparu, remplacée par un étrange éclat de lumière faible, comme une lueur surnaturelle provenant d'une fissure dans le plafond. La lueur vacillait et se déplaçait, créant des ombres mouvantes qui semblaient danser autour de moi. Je me penchai vers la fissure, essayant de comprendre ce que je voyais. Une main glaciale se posa soudainement sur mon épaule, et je me retournai brusquement. Il n'y avait personne. Mon esprit s'emballa, et je sentis une présence oppressive m'entourer. Les murmures devinrent plus clairs, comme des voix chuchotantes qui semblaient se moquer de ma peur. Une vague de désespoir m'envahit alors que je réalisai que la cabane n'était plus qu'un simple abri abandonné, elle était un lieu de malédiction et de souffrance. Je descendis précipitamment du grenier, le feu vacillant, et me dirigeai vers la pièce principale. La présence se faisait sentir de plus en plus fortement, comme une pression sur ma poitrine. Les murmures devenaient des cris indistincts, emplis de douleur et de supplication. Je tentai de me calmer,
essayant de rationaliser ce que je vivais. La tempête extérieure continuait de faire rage, mais l'angoisse intérieure était devenue presque insupportable. La cabine semblait vivante, pulsant avec une énergie sombre et malveillante. En regardant autour de moi, je vis que les traces de sang sur le sol avaient commencé à s'étendre, comme si elles se formaient de nouveau. Les éclats de verre brisé brillaient sinistrement dans la lumière du feu. La sensation de malveillance était presque palpable, comme si quelque chose ou quelqu'un était en train de se manifester. Alors que je me dirigeais vers le fauteuil, je sentis une froideur glaciale sur ma nuque, comme une présence invisible qui me surveillait. Je savais que la tempête extérieure était minime comparée à ce que je devais affronter à l'intérieur. La présence maligne se faisait plus insistante, comme si elle attendait le moment de frapper. Je m'installai dans le fauteuil, mes nerfs tendus à l'extrême, attendant ce qui allait se passer. La nuit était loin d'être terminée, et il était clair que la cabane avait encore des secrets à révéler. Les murmures et les bruits continuaient, et je savais que je devais rester vigilant pour découvrir la vérité derrière cette présence malveillante. La nuit était devenue une épreuve interminable, chaque minute s'étirant en une angoisse croissante. Les murmures incessants et la présence oppressante semblaient me scruter à chaque instant. J'avais du mal à rester éveillé, mes yeux se fermant malgré moi alors que je luttais contre la fatigue et la peur. Le feu dans la cheminée continuait de vaciller, son crépitement étant le seul réconfort dans cette nuit cauchemardesque. Mais même la chaleur du feu semblait insuffisante pour chasser l'angoisse qui me rongeait. La tempête faisait toujours rage à l'extérieur, les hurlements du vent se mêlant aux cris déchirants qui semblaient émaner des murs de la cabane. Je tentais de trouver une distraction, mais chaque bruit, chaque ombre, chaque rafale de vent me rappelait que quelque chose de terrible se préparait. Finalement, une idée me traversa l'esprit, et si les réponses à ce mystère se trouvaient dans la malle que j'avais trouvée plus tôt? Je retournai au grenier, déterminé à explorer davantage. La lumière de la lampe de poche se balançait devant moi, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Lorsque j'atteignis la pièce, je découvris que la boîte métallique avait disparu. L'étrange lueur que j'avais vue plus tôt semblait s'être dissipée, laissant place à une obscurité écrasante. Je fouillai le grenier à la recherche de la boîte, mais elle semblait avoir disparu sans laisser de traces. En attendant, mes pensées tournaient en boucle, me rappelant les paroles du journal que j'avais lu plus tôt. Le sentiment de désespoir et d'angoisse continuait de croître, et je savais que la clé de cette tragédie se trouvait peut-être dans les révélations du passé. Je redescendis et pris une autre décision. Il fallait que je vérifie la cabane à fond, en m'assurant que je n'avais pas manqué quelque chose d'important. En me dirigeant vers la pièce principale, je remarquai que les traces de sang sur le sol avaient changé. Elles semblaient maintenant former une sorte de chemin, menant vers une porte dérobée que je n'avais pas encore remarquée. Je suivis les traces avec une appréhension croissante. La porte dérobée était dissimulée derrière un vieux tapis usé, et elle était si bien camouflée que je ne l'avais pas remarquée plus tôt. Je tirai le tapis et poussai la porte, découvrant un petit escalier menant à un sous-sol sombre. Je descendis les escaliers, la lumière de ma lampe de poche perçant à peine l'obscurité. Le sous-sol était encore plus lugubre que le reste de la cabane. Les murs étaient couverts de moisissures et d'humidité, et l'air était glacé. Je sentais que quelque chose de terrible s'y était passé, et chaque pas semblait résonner dans le silence oppressant. En fouillant le sous-sol, je découvris une vieille table en bois, sur laquelle reposait un grand livre relié en cuir. Le livre était poussiéreux et semblait ancien. Je l'ouvris avec précaution, découvrant des pages couvertes d'écritures anciennes et de dessins étranges. Les inscriptions semblaient être des formules et des rituels occultes. Au fur et à mesure que je feuilletais le livre, une sensation glaciale envahit la pièce. Les murmures que j'avais entendus se firent plus clairs, devenant des cris de désespoir. Je trouvai une page avec une illustration montrant une scène de rituel, où des figures sombres étaient représentées en train de faire des incantations autour d'une cabane similaire à la mienne. Les mots écrits en dessous étaient en latin, mais une traduction approximative révélait un rite de malédiction destiné à attirer des âmes perdues dans un lieu de souffrance éternelle. Il semblait que la cabane avait été le théâtre d'un rituel sombre, destiné à enfermer des esprits tourmentés et à les condamner à hanter cet endroit. Soudain,
Le livre se referma brusquement tout seul, et une force invisible me fit tomber en arrière. Je me redressai, le cœur battant la chamade, alors que la pièce autour de moi semblait se transformer. Les murs semblaient se resserrer, et la température chutait de façon spectaculaire. Je me relevai précipitamment et tentai de remonter les escaliers, mais je sentis une présence oppressante se rapprocher. Les murmures se transformèrent en cris déchirants, et je vis des ombres noires se mouvoir dans le sous-sol. Il était clair que les esprits étaient maintenant actifs, et leur colère se manifestait de manière violente. Je parvins à remonter au rez-de-chaussée, tremblant de peur. Le feu s'était éteint, et la cabane était plongée dans une obscurité totale. Les cris se faisaient maintenant plus forts, presque comme des hurlements de désespoir. Je savais que le moment de vérité était arrivé, et que je devais affronter cette présence malveillante pour espérer sortir vivant de cet endroit maudit. La neige continuait de tomber à l'extérieur, et la tempête semblait s'intensifier. Je pris une profonde respiration, essayant de rassembler mon courage. La confrontation finale avec les esprits tourmentés allait commencer, et je devais être prêt à affronter ce que la cabane cachait depuis si longtemps. Troisième histoire. Il était déjà tard lorsque la voiture de Claude s'arrêta brusquement au bord de la route. Le moteur avait émis un dernier grognement avant de s'éteindre, et il ne restait que le silence oppressant de la nuit. Claude, un homme de 60 ans aux cheveux grisonnants et aux traits marqués par les années de travail acharné, regarda autour de lui avec un mélange de frustration et d'inquiétude. L'obscurité était presque totale, et la seule lumière venait des phares de sa voiture, éclairant faiblement le terrain environnant. Il vérifia une dernière fois le moteur, espérant trouver une solution simple au problème. Malheureusement, le problème semblait plus grave que prévu. Claude soupira, réalisant qu'il devrait appeler un dépanneur, mais le téléphone n'avait plus de signal. Son regard se posa sur la vieille usine abandonnée qui se dressait non loin de la route. C'était un bâtiment imposant, avec ses murs en briques noircies par le temps et ses fenêtres brisées. Avec une lueur d'espoir, il pensa qu'explorer l'usine pourrait lui offrir un abri temporaire ou peut-être même une solution à son problème. Après tout, il devait attendre l'arrivée du dépanneur et il n'avait rien à perdre. Il attrapa une lampe de poche dans le coffre de la voiture, sa seule source de lumière en plus de la lune pâle, et se dirigea vers l'entrée de l'usine. Le portail en fer était rouillé et défoncé, poussant sans effort lorsqu'il le toucha. Claude pénétra dans l'usine, le bruit de ses pas résonnant dans le silence lourd. L'intérieur était encore plus lugubre que l'extérieur. Des machines rouillées et des débris jonchaient le sol, et des toiles d'araignées pendaient des plafonds. Les murs étaient marqués par des graffitis de personnes qui avaient probablement exploré les lieux avant lui. Claude alluma sa lampe de poche et balaya la pièce du regard. Les rayons de lumière révélaient des rangées de machines anciennes, couvertes de poussière et de rouille. Une étrange sensation d'être observé le prit alors qu'il avançait, mais il secoua la tête pour chasser cette pensée. Il n'y avait que l'écho de ses pas et le bourdonnement intermittent de la lumière de sa lampe. En s'aventurant plus loin, Claude remarqua une porte partiellement ouverte, menant à un couloir sombre. Il hésita un moment avant de la pousser et d'entrer. Le couloir était étroit et sinistre, avec des murs couverts de moisissures et des plaques de métal tordues accrochées ici et là. En avançant, il entendit un bruit sourd, comme un objet tombant, suivi d'un grincement léger. Claude s'arrêta brusquement, tendant l'oreille pour capter tout autre bruit. Tout semblait calme, mais une pression étrange pesait dans l'air. Il continua d'avancer avec précaution, son cœur battant plus fort à chaque pas. Au bout du couloir, il trouva une grande salle qui semblait être un ancien bureau ou un atelier. Des meubles abandonnés étaient éparpillés dans la pièce, et des papiers décolorés couvraient le sol. Claude se pencha pour examiner un des papiers au sol. Ils étaient couverts de chiffres et de croquis, probablement des plans de production ou des rapports de travail. Alors qu'il les feuilletait, il entendit un souffle glacé près de son oreille, comme si quelqu'un venait de murmurer son nom. Il se redressa brusquement, le souffle court, cherchant à comprendre ce qui venait de se passer. Le bruit avait été si réel qu'il avait cru sentir une présence derrière lui. Il se tourna lentement et balaya la pièce du regard, cherchant la source du bruit.
Les ombres dansaient au plafond à cause de la lumière vacillante de sa lampe. Soudain, il remarqua une silhouette floue se dessiner au bout de la pièce, à peine visible dans l'obscurité. La silhouette semblait fléchir et se mouvoir comme une ombre vivante. Claude cligna des yeux pour s'assurer qu'il ne rêvait pas, mais la silhouette était toujours là, plus distincte maintenant. Un sentiment de panique monta en lui alors qu'il avançait prudemment vers la silhouette. En s'approchant, il se rendit compte que c'était une forme humaine, mais elle était translucide, comme si elle était faite de brume. La silhouette se tourna lentement vers lui, dévoilant un visage déformé par une expression de douleur et de tristesse. Claude sentit une sueur froide lui couler dans le dos. La silhouette sembla murmurer quelque chose, mais les mots étaient indistincts. Claude recula précipitamment, son cœur battant à tout rompre. Il se dirigea vers la sortie du bureau, mais les bruits de pas derrière lui se faisaient de plus en plus forts, comme si quelqu'un le suivait. Il accéléra le pas, se dirigeant vers la sortie de l'usine, mais l'obscurité semblait se refermer sur lui. En sortant de l'usine, Claude se retourna une dernière fois pour jeter un coup d'œil, mais tout était redevenu calme. Les bruits avaient cessé, et la silhouette avait disparu. La sensation d'être observé persistait, mais il décida de rester à l'extérieur jusqu'à l'arrivée du dépanneur. L'usine abandonnée, avec ses secrets et ses ombres, semblait être plus qu'un simple bâtiment abandonné. Claude était assis près de sa voiture, les bras croisés, essayant de se réchauffer à la faible lumière de la lune. Le silence de la nuit était maintenant interrompu uniquement par le bruit occasionnel d'un animal nocturne ou le souffle du vent. L'attente du dépanneur semblait interminable, et les événements étranges qu'il avait vécus dans l'usine hantaient encore son esprit. Il ne pouvait pas oublier le visage déformé de la silhouette qu'il avait vue, ni le murmure indistinct qui l'avait effrayé. Soudain, il entendit un bruit de pas derrière lui. Claude se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Le vent soufflait toujours, et l'obscurité semblait avoir pris une nouvelle dimension inquiétante. Il se leva et décida d'explorer les alentours pour passer le temps et essayer de calmer ses nerfs. Il marcha lentement autour de l'usine, scrutant les environs à la recherche de quelque chose qui pourrait expliquer les phénomènes qu'il avait vécus. En examinant de plus près l'usine, Claude découvrit un vieux bâtiment annexe, à peine visible à travers les buissons épais qui l'entouraient. Curieux, il s'approcha et découvrit une porte en bois délabré, légèrement entr'ouverte. Il hésita un moment, puis poussa la porte pour entrer. L'intérieur était encore plus sinistre que ce qu'il avait vu précédemment. Le bâtiment annexe semblait être un ancien vestiaire ou une salle de repos pour les employés. Des bancs en bois étaient alignés contre les murs, et des vestes usées pendaient encore aux porte-manteaux rouillés. Tout était recouvert d'une épaisse couche de poussière, donnant à l'endroit un aspect fantomatique. Claude se dirigea vers un banc et s'assit, essayant de réfléchir calmement à ce qu'il avait vu. Tandis qu'il regardait autour de lui, il remarqua des traces de pas dans la poussière, menant vers un coin sombre du bâtiment. Il se leva et suivit les traces, son cœur battant plus vite à mesure qu'il avançait. Au fond de la pièce, il trouva un vieux coffre en métal, à moitié enterré sous des débris. Avec effort, il parvint à l'ouvrir, révélant à l'intérieur une collection de vieux documents, des photographies jaunies et des objets personnels. En feuilletant les documents, Claude découvrit des dossiers sur les employés de l'usine, avec des notes sur les conditions de travail difficiles et des témoignages de malaise fréquents. Les photographies montraient des groupes de travailleurs dans des moments de camaraderie, mais quelque chose dans leurs yeux semblait étrange, comme une lueur de désespoir caché. Claude tomba sur une note manuscrite qui était particulièrement troublante. Elle était écrite dans une écriture hâtive et tremblante, « Nous ne trouverons jamais la paix. Ils sont toujours là. » Un frisson parcourut l'échine de Claude alors qu'il lisait ces mots. Il comprit que les âmes des travailleurs avaient été perturbées par quelque chose de terrible, quelque chose qui avait lié leur souffrance à ce lieu maudit. La pièce semblait soudainement plus froide, et une présence oppressante emplit l'air. Des bruits de chuchotement commencèrent à se faire entendre, comme si des voix murmuraient des paroles incompréhensibles autour de lui. Claude leva les yeux et vit des ombres se mouvoir sur les murs, projetées par les faibles rayons de la lune filtrant à travers les fenêtres brisées. Les ombres semblaient prendre forme, se transformant en silhouettes de travailleurs,
leurs visages marqués par une douleur profonde. Les murmures se transformèrent en cris aigus, emplissant la pièce d'une cacophonie déchirante. Claude se leva précipitamment, son cœur battant à tout rompre. Les ombres semblaient se rapprocher de lui, comme si elles cherchaient à le saisir. Il se précipita vers la sortie du bâtiment annexe, trébuchant sur les débris et essayant de ne pas regarder derrière lui. En sortant du bâtiment, il se rendit compte que la température avait chuté de manière significative. La brume avait envahi l'air, rendant la visibilité presque nulle. Il retourna vers sa voiture, mais il était maintenant conscient de la présence des esprits tourmentés qui erraient autour de l'usine. Les cris des travailleurs résonnaient dans sa tête, leur douleur résonnant comme une mélodie funèbre. Il essaya de se réchauffer dans sa voiture, mais l'angoisse et le froid persistaient. Le dépanneur était toujours en retard, et Claude savait qu'il devait rester vigilant. Il avait le sentiment que quelque chose de plus sinistre se préparait, quelque chose qui allait révéler la vérité sur les âmes perdues de cette usine abandonnée. Il s'assit dans sa voiture, les portes verrouillées, essayant de calmer sa respiration et de rester éveillé jusqu'à l'arrivée du dépanneur. L'angoisse montait, et il ne pouvait échapper à la sensation persistante d'être observé. Les murmures et les cris des esprits tourmentés semblaient se rapprocher, comme si l'usine elle-même était en train de se préparer à dévoiler son sombre secret. Le temps semblait s'étirer à l'infini pour Claude alors qu'il attendait, le cœur battant sous l'effet du stress et du froid mordant. Les cris et les murmures continuaient de résonner dans sa tête, mélangés au bourdonnement intermittent des appareils de la voiture. Les minutes se transformaient en heures, et l'angoisse grandissait à chaque seconde. Finalement, un faisceau de lumière pénétra dans la brume, signalant l'arrivée du dépanneur. Claude sortit de sa voiture avec empressement, mais il était loin d'être soulagé. Le dépanneur, un homme de taille moyenne avec une barbe grise et un regard fatigué, s'approcha avec une expression perplexe. « Eh bien, je vois que vous avez eu des ennuis, » dit le dépanneur en ouvrant le capot de la voiture. « J'espère que ce n'est pas trop grave. » Claude hocha la tête, mais il n'avait pas vraiment l'esprit à discuter des problèmes mécaniques. Il jeta un coup d'œil anxieux vers l'usine abandonnée, sentant les regards invisibles des esprits l'observer. Le dépanneur, ignorant l'inconfort de Claude, se pencha sur le moteur et commença à travailler. « Vous savez, ce bâtiment là-bas. » commença Claude, essayant de briser le silence pesant. « Il a quelque chose de bizarre. J'ai eu une expérience étrange à l'intérieur. » Le dépanneur leva les yeux de son travail, jetant un regard sceptique vers l'usine. « Ah, l'usine. C'est un endroit qu'on évite généralement. Il y a des histoires qui circulent sur ce lieu. » Claude était intrigué. « Quelles histoires ?» Le dépanneur essuya ses mains sur un chiffon, puis reprit. « On dit que l'usine a été fermée après plusieurs accidents tragiques. Des gens affirment avoir vu des choses étranges là-bas, des ombres et des bruits inexplicables. Beaucoup disent que les esprits des anciens employés hantent encore les lieux. » Claude sentit un frisson parcourir son dos. Il se souvenait des visages déformés et des murmures. « J'ai vu quelque chose là-dedans. Une silhouette. » Et il y avait des murmures, des cris. Le dépanneur haussa les épaules. « Il y a des choses que l'on ne peut pas expliquer. Parfois, les lieux où tant de souffrance a eu lieu restent imprégnés de cette énergie. Je vous conseille de rester loin de cet endroit. La plupart des gens le font. » Claude acquiesça, remerciant le dépanneur pour son aide. Alors que la voiture était réparée et qu'il se préparait à partir, il se retourna une dernière fois vers l'usine. L'obscurité semblait encore plus dense maintenant, comme si le bâtiment avait avalé toute lumière alentour. Alors qu'il conduisait loin du lieu maudit, il ne pouvait se défaire de l'impression que quelque chose de terrible se tramait encore à l'intérieur. La découverte du passé sombre de l'usine n'avait fait qu'ajouter au mystère de ce lieu. Claude savait qu'il devait faire face à ses peurs et comprendre ce qui avait réellement eu lieu pour pouvoir trouver la paix. L'usine abandonnée disparut lentement dans le rétroviseur, mais les images de la silhouette tourmentée et des ombres dansantes restèrent gravées dans sa mémoire. Claude ne pouvait pas se libérer de l'impression que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus sombre. Il se dirigea vers sa maison,
mais les bruits de la nuit et les cris des esprits continuaient à le hanter. Chaque ombre qu'il apercevait sur le chemin lui semblait menaçante, chaque bruit une menace imminente. Il savait qu'il devait comprendre la vérité, et il était déterminé à retourner à l'usine pour résoudre ce mystère, même si cela signifiait confronter ses plus grandes peurs. Claude était épuisé mais déterminé. Il avait passé la nuit à tourner et retourner les événements dans son esprit, incapable de trouver le sommeil. Les voix tourmentées et les ombres sinistres le hantaient, et il savait qu'il devait retourner à l'usine pour mettre fin à ce cauchemar. Dès l'aube, il fit le trajet jusqu'à l'usine, son esprit en proie à l'angoisse. Il se gara à nouveau près du bâtiment, le cœur battant. Les premiers rayons du soleil baignaient le paysage d'une lumière dorée, mais cela ne parvenait pas à dissiper l'atmosphère menaçante qui régnait sur l'usine. Claude prit une profonde inspiration et pénétra dans l'usine, cette fois avec une détermination farouche. La lumière du jour filtrant à travers les fenêtres brisées offrait une perspective différente de ce lieu sinistre, mais elle ne faisait qu'accentuer le contraste entre la lumière et les ombres. Il se dirigea directement vers le bâtiment annexe où il avait découvert les documents la dernière fois. Une fois à l'intérieur, Claude se rendit compte que l'endroit était encore plus sinistre que ce qu'il avait imaginé. Les objets semblaient presque avoir changé de place, comme si quelque chose ou quelqu'un avait bougé les choses pendant la nuit. La poussière semblait plus épaisse, et l'air était chargé d'une énergie étrange. Claude se dirigea directement vers le coffre en métal. Il le trouva encore ouvert, mais les documents et objets personnels avaient disparu. À la place, il y avait une nouvelle pile de papiers éparpillés sur le sol. Tremblant, il commença à examiner les papiers, découvrant des lettres écrites de manière frénétique. Elles parlaient d'expériences horribles et d'un projet secret mené par les dirigeants de l'usine, quelque chose qui avait provoqué des souffrances indicibles aux employés. Une lettre, écrite en rouge, attira particulièrement son attention. Elle expliquait comment les propriétaires de l'usine avaient sacrifié des vies pour obtenir des profits, utilisant des rituels occultes pour conjurer des esprits de travailleurs décédés et les maintenir sous contrôle pour leurs propres fins maléfiques. Les sacrifices avaient eu lieu dans une pièce cachée, que Claude décida de trouver coûte que coûte. Il se mit en quête de cette pièce cachée, explorant les recoins les plus sombres de l'usine. Finalement, il découvrit une trappe dissimulée sous une épaisse couche de poussière et de débris. Avec effort, il la délogea, révélant un escalier qui descendait dans l'obscurité. Claude descendit les marches, la lampe de poche illuminant à peine le chemin. En bas, il trouva une salle cachée, ornée de symboles occultes et de cercles de protection dessinés avec ce qui semblait être du sang séché. Au centre de la pièce se trouvait une grande table, couverte de divers artefacts et objets anciens. Soudain, une présence glaciale envahit la pièce. Claude sentit une force invisible le saisir, et des ombres tourbillonnantes commencèrent à se matérialiser autour de lui. Les esprits des anciens travailleurs étaient maintenant manifestement présents, leurs visages déformés par la colère et la douleur. Ils semblaient confus et désespérés, comme s'ils cherchaient quelque chose qu'ils ne pouvaient pas atteindre. Des voix chuchotaient à Claude des avertissements et des supplications. Il comprit alors que ces esprits étaient liés à la pièce à cause des rituels qui les avaient maudits. Leur colère était dirigée non seulement contre les anciens propriétaires mais aussi contre quiconque avait osé profaner leur lieu de souffrance. Claude, réalisant qu'il devait trouver un moyen de libérer les esprits, chercha désespérément des indices parmi les artefacts. Il trouva un vieux livre relié en cuir, presque caché sous une pile de papier. En l'ouvrant, il découvrit des instructions sur un rituel de purification qui pourrait potentiellement briser les chaînes des esprits. Avec détermination, il suivit les instructions du livre, traçant les symboles et allumant les bougies disposées autour de la pièce. Les esprits semblaient réagir à chaque étape du rituel, leurs cris se mêlant à des gémissements d'espoir et de soulagement. Les ombres tourbillonnantes commençaient à se calmer, et l'atmosphère devenait plus légère. Lorsque le rituel fut terminé, les esprits disparurent lentement, laissant derrière eux un silence paisible. Claude se sentit soudainement vidé, mais aussi étrangement soulagé. L'usine semblait avoir retrouvé une certaine tranquillité, comme si une partie de son lourd fardeau avait été levée. Claude quitta l'usine pour la dernière fois, se promettant de ne jamais revenir.
Il savait que l'endroit avait été un lieu de souffrance et de malveillance, mais il avait également compris que la paix pouvait être trouvée même dans les endroits les plus sombres, si l'on était prêt à affronter ses peurs. En rentrant chez lui, il se sentait changé, marqué par les événements qu'il avait vécus. Il avait confronté ses propres limites et découvert la vérité sur les souffrances des âmes perdues. Le chemin vers la guérison était encore long, mais il savait que, pour lui, l'usine abandonnée était enfin un lieu de paix. Quatrième histoire. La voiture de François roulait lentement sur la route déserte qui serpentait à travers la vaste plaine. C'était une étendue de terre aride, sans fin, parsemée de quelques rochers épars et de buissons desséchés. Le ciel était d'un gris menaçant, et les nuages semblaient se regrouper pour former une couverture uniforme qui absorbait toute lumière et chaleur. Il n'y avait pas âme qui vive à l'horizon, juste la route et le vent. François aimait les voyages solitaires. Ils offraient un répit rare à son esprit encombré par le quotidien. Mais cette fois-ci, il avait eu une drôle de sensation, presque comme si l'univers lui envoyait un avertissement. Le vent soufflait fort, comme s'il voulait murmurer quelque chose à travers les fenêtres de sa voiture. Les bruits du vent étaient si étranges qu'ils semblaient porter des voix et des lamentations lointaines. Il ajusta le volume de la radio pour couvrir le bruit du vent, mais les murmures persistants semblaient de plus en plus insistants. La radio, pourtant allumée, émettait des crépitements statiques. À chaque coup de vent, les murmures devenaient plus clairs, comme s'ils se frayaient un chemin à travers la musique. Curieux et un peu inquiet, François décida de s'arrêter et d'enquêter. Il gara sa voiture sur le bas-côté de la route, en surplomb d'une petite colline. Le vent était fort et glaçant, faisant vibrer les branches des arbres décharnés qui poussaient ici et là. François se fraya un chemin à travers les buissons jusqu'à un point où il pouvait voir plus loin dans la plaine. À mesure qu'il s'avançait, il remarqua des traces étranges sur le sol, presque comme des empreintes qui semblaient bouger de manière irrégulière. Elles formaient des motifs confus, semblant se disperser et se rassembler dans une danse désordonnée. Il y avait aussi des morceaux d'armures anciennes et des débris de matériaux qui n'avaient pas leur place ici, à première vue. François s'agenouilla pour examiner de plus près les traces. Elles avaient l'air usées, comme si elles avaient été piétinées pendant des siècles. Les morceaux d'armure étaient rouillés et couverts de terre, mais François pouvait distinguer des motifs qui ressemblaient à des blasons anciens. Le vent soufflait toujours, emportant avec lui des fragments de murmures et de cris. Les voix semblaient de plus en plus claires, comme si elles s'adressaient directement à lui. Il entendit des mots flous mais chargés d'une terreur palpable, vengeance, perte, éternité. François se redressa, le cœur battant, une étrange impression de malaise s'installant en lui. Il était seul dans cette vaste étendue, avec seulement le vent pour lui tenir compagnie, mais ce vent portait des souvenirs de souffrances passées. Il décida de suivre les traces, espérant comprendre ce qui se cachait derrière ces murmures. Plus loin, il trouva un vieux champ de bataille, presque comme un cimetière d'anciennes batailles. Les débris d'armement, les restes de soldats tombés au combat, et les croix anciennes dispersées autour de lui semblaient raconter une histoire tragique. Il se demandait combien de temps ces âmes avaient erré ici, cherchant paix ou vengeance. Les murmures devinrent plus forts, presque déchirants. François se tourna, croyant voir quelque chose dans le vent. Il distingua des formes évanescentes, des silhouettes floues qui semblaient se mouvoir parmi les débris. Elles étaient impossibles à saisir entièrement, mais leur présence était incontestablement réelle. Un frisson parcourut son échine alors qu'il réalisait la gravité de sa situation. Ces voix, ces murmures, n'étaient pas simplement des échos du passé, elles étaient les manifestations d'âmes tourmentées, captives de ce champ de bataille oublié. L'atmosphère était chargée de désespoir et de colère, et il était clair que ces âmes n'avaient pas trouvé la paix. François fit demi-tour, cherchant à revenir à sa voiture. Mais chaque pas semblait plus difficile que le précédent. Le vent, devenu presque hurlant, semblait se déchaîner autour de lui, comme pour le pousser vers les ombres. Les murmures se transformèrent en cris aigus et en supplications désespérées. En arrivant enfin à sa voiture, François se rendit compte que le vent avait soulevé des débris, les faisant tourbillonner dans une danse chaotique. Il monta rapidement dans la voiture, essaya de démarrer le moteur,
mais celui-ci ne répondait pas. L'angoisse monta en lui alors qu'il réalisait qu'il pourrait être piégé ici. Les murmures devinrent de plus en plus insistants, presque comme s'ils voulaient l'attirer vers le champ de bataille une fois de plus. François regarda autour de lui, désespéré, et il savait que le danger était bien plus grand que ce qu'il avait imaginé. Ces âmes cherchaient quelque chose, et il ne pouvait pas rester ici plus longtemps. La nuit commençait à tomber, et François savait qu'il devait trouver un moyen de sortir de cet endroit avant que la pleine obscurité ne le prenne entièrement. Il était seul, et la plaine semblait s'étirer sans fin devant lui, chaque bruit du vent et chaque ombre jouant sur ses pores les plus profondes. François se lança à travers la plaine, son cœur battant la chamade et la sueur perlant sur son front. Le vent hurlait comme une bête enragée, emportant avec lui les murmures qui semblaient maintenant crier sa détresse. La nuit tombait rapidement, plongeant la plaine dans une obscurité écrasante. Chaque ombre semblait se mouvoir, se déformant sous l'effet de la lumière vacillante des phares de la voiture. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, le moteur de la voiture rugit enfin et François se précipita à l'intérieur, les mains tremblantes sur le volant. Il appuya sur l'accélérateur, espérant échapper à ce lieu maudit avant que la nuit ne prenne pleinement le contrôle. Le moteur vrombissait bruyamment, mais le vent semblait le ralentir, comme si la nature elle-même voulait l'empêcher de partir. Les silhouettes évanescentes qu'il avait vues précédemment continuaient de danser dans ses rétroviseurs, se mêlant aux ombres projetées par les arbres morts et les débris éparpillés. Les murmures s'étaient intensifiés, devenant presque un rugissement perpétuel, rempli de désespoir et de rage. François se concentrait sur la route, mais chaque mouvement de la voiture semblait être ralenti par une force invisible. Le vent se déchaîna, poussant la voiture de gauche à droite sur la route. François se battait pour garder le contrôle, ses mains crispées sur le volant, ses yeux fixés sur les routes sinueuses qui semblaient se tordre et se plier dans l'obscurité. Les cris dans le vent devenaient plus forts, plus distincts, chaque voix pleine d'une douleur ancienne et d'une colère inextinguible. Il aperçut au loin un vieux bâtiment en ruine, les contours flous se détachant à peine contre le ciel sombre. Dans un élan de désespoir, il décida de se diriger vers ce qui semblait être un refuge temporaire. Peut-être qu'il y trouverait une aide, ou au moins un endroit où il pourrait se cacher jusqu'à ce que la tempête passe. En s'approchant du bâtiment, il se rendit compte qu'il s'agissait d'une ancienne ferme, abandonnée depuis longtemps. Les fenêtres brisées et les portes enfoncées témoignaient d'un passé lointain, mais l'endroit offrait une protection contre les forces extérieures. Il gara la voiture devant la ferme, hésitant un instant avant de sortir. Le vent semblait plus calme ici, comme si le bâtiment avait agi comme un bouclier contre sa fureur. François entra dans la ferme, l'air étant lourd de poussière et de moisissure. Les murs étaient tapissés de toiles d'araignées et de débris, et l'atmosphère était remplie d'une odeur de renfermé. Il alluma une vieille lampe de poche qu'il avait dans sa voiture, éclairant faiblement les lieux. Il explora les pièces une à une, cherchant un endroit sûr où il pourrait se reposer. La ferme était en ruine, les planchers grinçant sous ses pas et les murs paraissant sur le point de s'effondrer. Les murmures du vent semblaient s'estomper peu à peu, mais François savait qu'il ne devait pas baisser sa garde. Dans une pièce au fond de la maison, il trouva un vieux coffre en bois, couvert de poussière et de toiles d'araignée. Il hésita un instant avant de l'ouvrir, se demandant ce qu'il pourrait contenir. À l'intérieur, il découvrit divers objets anciens, des lettres décolorées, des photos en noir et blanc, et des artefacts qui semblaient avoir appartenu à une époque révolue. En examinant les objets, il trouva une vieille carte, jaunie par le temps. La carte semblait indiquer la position de plusieurs lieux autour de la ferme, mais ce qui attira son attention fut un symbole étrange dessiné dans un coin. Le symbole ressemblait à ceux qu'il avait vus dans les débris du champ de bataille, et il était accompagné de notes manuscrites décrivant un rituel ancien. Le cœur de François s'accéléra alors qu'il réalisait que la carte pouvait contenir des informations cruciales sur les événements mystérieux qui se déroulaient. Selon les notes, le champ de bataille était un lieu de grande importance, et les âmes tourmentées étaient liées à des rites anciens visant à apaiser ou à capturer des esprits. Il se rendit compte que le seul moyen de comprendre pleinement ce qui se passait pourrait être de retourner au champ de bataille, mais cette fois, avec plus de connaissances et de préparation. Il devait découvrir l'origine des cris et des murmures,
et trouver un moyen de les apaiser. Alors qu'il se préparait à quitter la ferme, le vent se leva à nouveau, emportant avec lui des bruits inquiétants et des murmures désespérés. François savait que la nuit ne lui laisserait pas de répit et que la terreur qu'il avait connue était loin d'être terminée. Le champ de bataille n'était pas seulement un lieu de souffrance passée, c'était un endroit où des secrets sombres étaient cachés, et il était déterminé à les découvrir, même si cela signifiait risquer sa propre vie. Le retour au champ de bataille se fit dans un silence pesant, alors que François s'aventurait à nouveau dans la vaste plaine. La nuit était désormais tombée en pleine force, et le vent avait repris son hurlement constant. La voiture, encore une fois poussée par le vent, semblait lutter pour avancer, comme si les forces surnaturelles tentaient de la détourner de son chemin. François se força à garder son calme, conscient que tout manquement à la concentration pourrait le condamner. Il parvint à retrouver le champ de bataille, maintenant enveloppé d'une obscurité quasi totale. Les débris des anciens combats étaient à peine visibles dans la lueur de la lampe de poche, mais les traces et les symboles semblaient plus sinistres sous les ombres nocturnes. Il stationna la voiture à distance et emprunta à pied le chemin qu'il avait suivi plus tôt. La carte qu'il avait trouvée à la ferme s'avérait cruciale. François l'avait étudiée en détail et avait remarqué que les symboles indiquaient des points précis où des événements avaient eu lieu. Il avait noté que certains des symboles se trouvaient à proximité des croix anciennes et des débris d'armement. Armé de la carte et de sa lampe de poche, il se dirigea vers ces emplacements spécifiques. Alors qu'il avançait, les murmures dans le vent semblaient se moduler en fonction de sa position. À chaque fois qu'il approchait d'un endroit marqué sur la carte, les voix devenaient plus distinctes et plus chaotiques. François se rendait compte que les âmes tourmentées étaient toujours présentes, hantant cet endroit avec une intensité croissante. Il trouva finalement un petit cercle de pierres, éparpillées de manière étrange sur le sol. Les pierres étaient disposées en un motif qui correspondait à un des symboles de la carte. Il s'agenouilla pour examiner de plus près, remarquant des inscriptions presque effacées par le temps gravées sur les pierres. Les inscriptions semblaient raconter une histoire ancienne. Il s'agissait d'un rituel destiné à capturer les âmes des défunts pour les garder sous contrôle. Selon les écrits, les âmes étaient condamnées à errer éternellement, sauf si le rituel était correctement effectué pour les libérer. François lut attentivement, essayant de comprendre les détails de ce rituel complexe. Soudain, une brise plus forte que les autres s'éleva, et François entendit des cris déchirants qui semblaient provenir du sol même. Il se leva rapidement, la peur montant en lui. Les silhouettes évanescentes qu'il avait vues plus tôt apparurent de nouveau, flottant autour de lui dans une danse macabre. Les murmures étaient devenus des hurlements désespérés, et il pouvait voir des formes fantomatiques s'agiter et se tortiller dans la lumière de sa lampe de poche. François se précipita vers un ancien mausolée en ruine qu'il avait remarqué plus tôt. Il semblait y avoir un passage souterrain, et peut-être que cette structure pouvait lui offrir un abri temporaire. Il descendit les escaliers en pierre, sa lampe éclairant à peine les marches usées. Le passage était étroit et humide, l'air chargé d'une odeur de décomposition et de moisissure. Il arriva dans une petite salle souterraine, éclairée par des torchets vacillantes fixées au mur. L'atmosphère était oppressante, et François sentit un poids sur sa poitrine, comme si les âmes tourmentées l'observaient. Il découvrit un autel au centre de la pièce, couvert de poussière et de toiles d'araignée. Des inscriptions anciennes étaient gravées sur les murs autour de l'autel. François examina l'autel avec soin. Des objets étranges étaient disposés dessus, des bougies anciennes, des fragments d'os et des artefacts occultes. Tout cela correspondait aux éléments décrits dans les notes trouvées à la ferme. Il en conclut que cet endroit était peut-être le centre du rituel ancien mentionné dans la carte. En examinant les inscriptions sur les murs, François trouva une formule en latin décrivant le rituel de libération des âmes. Il semblait que le rituel pouvait effectivement apaiser les esprits et les libérer de leur souffrance éternelle. Cependant, les instructions étaient vagues et la formule semblait incomplète. François savait qu'il devait faire quelque chose pour calmer les esprits tourmentés avant que la situation ne devienne totalement incontrôlable. Il commença à préparer les éléments du rituel, essayant de suivre les instructions autant que possible. Les murmures dans le vent se faisaient de plus en plus frénétiques, et il pouvait sentir les présences malveillantes se rapprocher de plus en plus.
Alors qu'il préparait les derniers éléments du rituel, une sensation glaciale se fit sentir dans la pièce, et les torchers vacillèrent. François se retourna brusquement pour voir une silhouette sombre se matérialiser devant lui. C'était une forme humaine, mais avec des yeux flamboyants d'une lueur rouge infernale. L'entité semblait se nourrir de la peur et de la confusion de François. Le moment était critique. François devait terminer le rituel avant que l'entité ne le capture ou ne le détourne de sa tâche. Avec une détermination féroce, il poursuivit ses préparatifs, espérant que le rituel fonctionnerait et que les âmes tourmentées trouveraient enfin la paix. L'air dans la salle souterraine était devenu glacé, chaque souffle de François se transformant en une brume éphémère. La silhouette sombre, qui semblait se nourrir des ténèbres autour d'elle, avançait lentement vers lui, ses yeux incandescents fixés sur lui avec une intensité malveillante. Les murmures dans le vent se transformaient en cris de colère et de désespoir, se mêlant aux bruits sourds et étranges provenant du sol. François, le cœur battant la chamade, intensifia ses efforts pour préparer le rituel. Il savait que chaque mouvement devait être précis, chaque incantation parfaitement exécutée, sinon tout serait perdu. Les inscriptions sur les murs décrivaient une série de gestes et de mots à prononcer, mais la tension et le stress rendaient chaque étape plus difficile à accomplir. La silhouette sombre se rapprochait, son apparition se déformant à chaque pas. L'entité semblait se renforcer de l'angoisse croissante de François. La pièce se remplissait d'une énergie pesante, comme si les âmes tourmentées étaient conscientes de l'issue imminente de leur sort. François devait garder son calme, car il savait que chaque seconde comptait. Il plaça les bougies autour de l'autel, les allumant une à une avec une main tremblante. Les flammes vacillantes créaient des ombres dansantes sur les murs, rendant l'atmosphère encore plus oppressante. Il utilisa un petit bol d'encens, versant la poudre à l'intérieur et l'allumant, dégageant une fumée dense qui se mêlait à l'air chargé de la pièce. Avec une concentration acharnée, François commença à réciter les mots de la formule. Sa voix, d'abord hésitante, gagna en force alors qu'il se plongeait dans les anciens chants de libération. Les cris dans le vent semblaient se synchroniser avec les paroles, comme si les âmes captives écoutaient attentivement, espérant être libérées de leur tourment éternel. La silhouette sombre, se mouvant avec une lenteur inquiétante, commença à se tordre et à se déformer, comme si le rituel avait un effet sur elle. François pouvait sentir une pression croissante dans la pièce, comme si la force de l'entité était en train de se dissiper lentement. Au fur et à mesure que François poursuivait le rituel, une énergie étrange commença à se dégager de l'autel. La fumée de l'encens tourbillonnait autour de lui, formant des motifs étranges dans l'air. Les bougies vacillantes semblaient émettre une lumière plus intense, illuminant les inscriptions sur les murs avec une clarté nouvelle. Les cris désespérés des âmes semblaient se calmer, leur voix devenant de plus en plus faible. Soudain, la silhouette sombre se lança vers François avec une rapidité terrifiante, ses yeux flamboyants brillant d'une colère pure. François sentit une vague de froid intense l'envahir, ses forces faiblissant sous la pression. Il savait qu'il devait terminer le rituel à tout prix. Avec un dernier élan de courage, il prononça les mots finaux de la formule, ses mains tremblantes ajustant les derniers éléments du rituel. Un silence soudain envahit la pièce, interrompu uniquement par le bruit faible des bougies et de la fumée. La silhouette sombre se désintégra en une série de tourbillons d'ombre, se dispersant dans l'air comme une brume s'évanouissant au matin. Les murmures dans le vent cessèrent, laissant place à un calme étrange et oppressant. François s'effondra au sol, épuisé et tremblant. Les âmes tourmentées semblaient enfin avoir trouvé la paix, et l'air lourd qui pesait sur la pièce se leva lentement. Il observa les objets sur l'autel, se demandant si le rituel avait vraiment fonctionné ou s'il avait simplement réussi à échapper à un destin encore plus sombre. Après quelques instants de repos, François se leva difficilement et sortit du mausolée. Le vent, maintenant calme, soufflait doucement sur la plaine, comme une mélodie apaisante après une tempête. Le champ de bataille était toujours là, mais l'atmosphère était différente, moins oppressante, comme si le poids des âmes tourmentées avait disparu. François regagna sa voiture, ses pensées tourbillonnant avec la fatigue et la confusion. Il savait que cette expérience l'avait marqué à jamais, mais il était aussi conscient que le mal qu'il avait affronté était loin d'être complètement vaincu.
Il avait réussi à apaiser les âmes tourmentées, mais il se demandait si d'autres secrets de la plaine restaient encore cachés. Alors qu'il quittait la plaine, la lumière de l'aube commençait à percer l'horizon, chassant les ombres de la nuit. François sentit un soulagement mêlé à une inquiétude persistante. Il avait survécu à la nuit, mais il savait que les mystères de la plaine et les murmures du vent ne l'abandonneraient jamais complètement. Le chemin de la rédemption était long, et les secrets que François avait découverts étaient à peine ébauchés. Alors qu'il s'éloignait de ce lieu maudit, il ne pouvait s'empêcher de se demander si les ombres du passé ne reviendraient pas un jour pour le hanter à nouveau.